Quand on décide de mener un projet de rénovation, on se retrouve souvent les mains dans le cambouis. Et forcément, on apprend beaucoup. Et quand on est en plus passionné par le partage, eh bien, en fait, on partage tous ces apprentissages à sa communauté. C'est ce qu'a fait Claire Marnette, que vous connaissez peut-être sous le nom de Milky Way's Blue Eyes, et elle va nous raconter aujourd'hui son parcours. Vous écoutez Notaire Éco, une initiative de notaire.be. Alors, à mes côtés aujourd'hui, Sylvain Bavier, notaire, qui va nous donner ses conseils, et Claire Marnette, qui est aussi connue sous le nom Milky Way's Blue Eyes. Bienvenue à tous les deux. Merci. Bonjour. Alors Claire, c'est un peu ce qu'on appelle une touche à tout. Tu as plein de projets que tu mènes de front. Et un de tes derniers projets, en fait, c'est une rénovation. Alors évidemment, on a envie de savoir l'histoire. Alors vrai ou faux, Claire, il est possible de mener un projet immobilier de front avec plein d'autres activités? Oui, vrai. J'ai toujours eu beaucoup de projets professionnels que j'ai développés ces dernières années. Et en fait, avec mon compagnon, on était en location depuis quelques années. Et, enfin, mon compagnon, mon mari, le pauvre, désolé. Et du coup, on s'est lancé dans le projet d'acheter juste avant le Covid, 2 mois avant le Covid. Et du coup, le projet, c'était d'acheter à la base un appartement. Et après, en fait, le contexte immobilier évoluant pas terriblement bien après le Covid, les confinements, etc. On a un peu mis ça en stand-by. On voulait vraiment déménager parce que on vivait dans un appartement où on n'avait pas toutes les facilités confortables qu'on pourrait espérer à l'âge qu'on avait à l'époque. Et c'était plutôt un studio d'étudiants. À la base, j'étais en coloc avec mon frère, pour vous dire. Donc, on cherchait vraiment un endroit pour vivre et le projet d'achat s'est lancé. Puis après, du coup, on n'a pas su aboutir à quelque chose avec le projet d'appartement. On a remis en stand-by et en fait, après, du coup, on s'est relancé dans la recherche. Le projet avait évolué, vu qu'il y a quand même 2-3 ans qui se sont passés entre les deux. Et du coup, on s'est lancé dans le projet d'acheter une maison à Bruxelles, parce que même si je suis originaire de Liège à la base, je suis tombée amoureuse de Bruxelles et mon mari est bruxellois, donc on voulait vraiment acheter une maison 2 mètres en ville, dans laquelle, du coup, on pourrait vivre pas mal d'années. Et voilà, donc on s'est lancé dans le process de recherche de maison. Et ça a duré très longtemps, on en a visité beaucoup, avant de finir par trouver la pépite, le coup de cœur, qui n'était pas prédestiné, parce que hors budget, parce que beaucoup plus de travaux que ce qu'on espérait investir dans le projet. Et finalement, on s'est lancé dans ce gros projet de rénovation, parce que la maison n'a pas été habitée pendant 20 ans. La maison a 123 ans, du coup, elle date de 1900. Et voilà, un beau challenge personnel. Du coup, c'est vraiment un projet de vie avec mon mari. Et c'était une évidence pour vous, il fallait une maison de maître. Vos critères étaient super restreints. En fait. Oui, en fait, on adore le cachet de l'ancien. On adore le patrimoine bruxellois. Donc, c'est ce qu'on voulait. On avait justement pris en location en fait, un appartement dans une maison de maître pour justement déjà voir si finalement, en fait, c'est une configuration qu'on aimait. Parce qu'il y a quand même ces contraintes et ces particularités à vivre dans 3 pièces en enfilade, parfois en rez-de-jardin, un peu sous-sol. Donc on voulait être sûr que c'était quelque chose que finalement on aurait apprécié dans le quotidien. Et en fait, en vivant dans cet appartement, on est vraiment tombé amoureux de cette qualité de vie-là, de vivre en rez-de-chaussée, dans une maison, d'avoir cet esprit. Je trouve qu'à Bruxelles, on a vraiment cet esprit parfois campagne à la ville, quand on a la chance d'avoir aussi un jardin, il y a beaucoup de petits parcs cachés dans les îlots derrière les maisons. Donc on s'est dit qu'on voulait vraiment ça. Sylvain, tu vois, ces critères assez précis, en fait. Tu remarques ça de plus en plus dans les jeunes qui achètent comme ça? Parce que j'ai entendu parler, il y a une étude qui dit que la plupart des jeunes qui achètent veulent acheter absolument avec un jardin. Est-ce que tu sens ces critères-là? Alors évidemment, il y a la pré-Covid aussi, et donc c'est vraiment de se dire, à un moment, on a été enfermés dans nos appartements et on a étouffé tout simplement, d'autant qu'il a fait quand même fameusement bon pendant la première vague. Et donc, oui, il y a eu vraiment cet engouement pour la maison avec jardin ou en tout cas l'appartement avec un plus grand balcon. Et on a d'ailleurs vu, quand on construit aujourd'hui les nouveaux appartements, les terrasses sont beaucoup plus larges qu'auparavant. Donc on le voit, et donc ça c'est vrai qu'on va se retrouver aujourd'hui avec plutôt l'envie d'un jardin. Alors on parle de Bruxelles évidemment, Bruxelles c'est 90% d'appartements et 10% de maisons à peu près, donc c'est plutôt quelque chose qui est rare, mais clairement, et on le voit en province, on a envie vraiment du jardin, et on a même vu à un moment donné, c'est un petit peu en train de s'arrêter, mais avec le télétravail, on a vu plutôt une exode vers des régions plus rurales, mais plus qualitatives en termes d'environnement.
Nous, on l'a vu aussi dans notre recherche parce que du coup, on avait commencé à chercher avant le Covid. Donc, il y avait quand même les rez-de-chaussée. C'était pas quelque chose que les gens voulaient parce que c'était plus d'entretien, avec un jardin fatalement plus d'entretien, insécurisant parce qu'au rez-de-chaussée en ville. Et du coup, il y avait une belle offre. Et après le Covid, c'était tout l'inverse. Les gens se battaient pour les rez-de-chaussée. Et donc, c'est pour ça qu'on a abandonné. On s'est dit, on ne veut pas se battre, nous. On va attendre. C'est ça. Et en fait, vous avez pensé à la rénovation directe. Vous aviez envie de construire quelque chose qui vous ressemblait. C'était quoi les motivations ? Les motivations étaient à la fois financières. Ça coûte moins cher d'acheter un bien à rénover. Mon mari est dans le bâtiment aussi, donc on avait plus facilement accès à quelqu'un qui pouvait faire les travaux et qui connaissait ce domaine-là. Et surtout, on voulait un bien en fait final qui correspond aux normes énergétiques, et on voulait pas, du coup, on avait un peu peur des travaux mal faits, des biens vendus en disant bah voilà, ça a été rénové mais ça a été pas bien rénové. Donc on voulait en fait voir vraiment nous-mêmes la structure brute, et pour pouvoir savoir ce qu'on allait mettre comme matériaux, ce qu'on allait du coup pouvoir faire nous-mêmes pour être sûr que ce soit la qualité qu'on espérait derrière. C'est ça, parce qu'alors on va parler justement d'énergie. Tu sais qu'il y a un plan du gouvernement de lutter contre les passoires énergétiques, et du coup quand on se lance dans un projet de rénovation, surtout une maison qui n'a plus été habitée depuis 20 ans, j'imagine qu'il y a quand même cet aspect-là, et ce sont des coûts, j'imagine, qu'on doit envisager. Complètement, mais il y a des aides. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération dans le projet de rénovation. Il y a vraiment beaucoup de primes pour tout ce qui est énergie, qui évolue chaque année. Il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent. Donc pour tout ce qui est rénovation énergétique, on peut vraiment récupérer un beau pourcentage de son investissement. Donc ça, c'est une belle aide qu'on peut avoir. Et qu'est-ce que vous êtes mis ? Vous êtes fait un plan, alors du coup, pour arriver à un PEB qui serait accessible. Oui. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, les termes techniques, je ne vais peut-être pas les dire correctement parce que c'est vraiment mon mari qui gère ça, mais on a changé, donc on a creusé sous la maison pour mettre une chape hydrofuge, je pense. On change certains châssis, ceux de la façade arrière, parce que du coup, la façade avant, on ne peut pas changer les châssis sans permis parce qu'elle est classée. On fait quoi d'autre ? On rénove toute la toiture. Actuellement, c'est juste des tuiles, il n'y avait rien d'autre que des tuiles. Donc on fait toute une isolation aussi par le toit. Et du coup, on réisole aussi entre chaque étage. Donc on voit le projet aussi long terme. On veut que la maison puisse être dans un avenir lointain, divisée en appartements. Et du coup, on réisole aussi entre chaque étage pour éviter les déperditions énergétiques. Et aussi, du coup, non, je pense que sur les côtés mitoyens, là, par contre, on n'a rien prévu à ce stade. Et on réisole toute la façade arrière aussi. Donc là, c'est vraiment, ils projettent quelque chose qui fait 15 cm, 14 d'épaisseur pour isoler la façade arrière. Sylvain, tu vois, ces projets de rénovation, j'imagine que oui, il y a tout cet aspect où on a l'impression que ça coûte moins cher. Est-ce qu'à long terme, ça coûte vraiment moins cher ? Et toi, quand tu vois des jeunes qui veulent acheter des biens rénovés, tiens, où est-ce qu'on les trouve en fait, ces biens rénovés ? Est-ce que toi aussi, en tant que notaire, dans les études notariales, on peut trouver des biens rénovés ? Oui, bien sûr. Hein, mais donc, on a vraiment, je dirais, on a deux catégories. Hein. On a ceux qui veulent avoir quelque chose qui a déjà été rénové et, entre guillemets, déposer leur valise directement dans la maison, et donc ne rien avoir à faire, ou peut-être simplement de la peinture. Et puis, on a ceux qui achètent effectivement des biens un peu comme Claire, et de se dire, voilà, on va tout rénover. On va se retrousser les manches aussi, hein, parce que évidemment, ça fait partie des budgets. Et il est vrai qu'aujourd'hui, avec les normes énergétiques que l'on connaît, il est plus simple de rénover quelque chose où on doit tout faire, hein, et à la limite de remettre les murs à nu, pour justement avoir un meilleur PEB, hein, donc une meilleure performance du bâtiment en tant que tel. Et tiens, Claire a mentionné aussi le fait qu'elle avait acheté un bien qui avait une façade classée. Tu peux nous en parler un peu ? Qu'est-ce que ça implique quand on achète un bien ? Simplement, hein, donc on va avoir, en fonction des régions, évidemment, la possibilité que des bâtiments qui sont historiquement reconnus soient classés. Alors ça peut être une façade, ça peut être une toiture, différents éléments. Et dans ce cas-là, bien évidemment, on est beaucoup plus limité en termes de rénovation. On ne va pas commencer à mettre un isolant au-dessus de la façade classée, sinon on va avoir de gros problèmes. Donc, en fonction de la région bruxelloise, de la région wallonne, il y a des normes, il y a parfois aussi même des entrepreneurs spécifiques qui sont agréés pour pouvoir refaire notamment des châssis à l'identique, même si on va rajouter parfois un double vitrage ou mieux pour justement améliorer l'isolation. Donc il faut être très attentif à ça, parce que si on achète un bâtiment qui est en tout ou partiellement classé, ça va être des contraintes supplémentaires et potentiellement des coûts supplémentaires aussi. Ouais.
Et du coup, nous, on a vraiment que la façade. Donc ça, c'est l'avantage. Tout ce qui est à l'intérieur, il n'y a rien qui est classé, parce que la maison a toujours appartenu aussi à la même famille et qu'il n'y avait pas d'éléments à l'intérieur avec un patrimoine très important. Donc c'est uniquement la façade et on a la chance qu'elle est exposée plein sud. Donc niveau isolation, c'est déjà moins nécessaire qu'une façade plein nord. Et du coup, ce qu'on a vu, après on n'a pas encore mis en application, donc à voir comment ça va se passer. La façade, on s'est dit qu'on allait faire ça vraiment dans un deuxième temps, c'est pas la priorité. Elle est en très bon état, donc esthétiquement elle est très belle, mais on doit notamment changer la porte d'entrée, qui n'est pas la porte d'origine, donc on doit voir avec la commune comment ça va se passer. Et aussi, du coup, on a des contraintes au niveau des évacuations notamment. On ne peut pas mettre d'évacuation du coup qui ressortent par la façade, on ne peut pas remettre de cheminée, des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu des calculs compliqués pour notre architecte pour trouver du coup des solutions en fonction de toutes les normes. Mais il y a aussi du coup une prime rénovation de façade. C'est classée. Ça. Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça. Et vous vous attendiez à ce que ce soit compliqué parce qu'elle était classée, ou est-ce que vous avez envisagé directement dès le début et ça n'a pas été un stress? Non, vu que c'était que la façade, on a visité des maisons qui avaient aussi des éléments à l'intérieur. Et là, pour le coup, ça peut vraiment bloquer les travaux pendant longtemps, le temps d'avoir des permis, etc. De savoir, et même de ne pas pouvoir y toucher. Ça peut vraiment avoir des conséquences sur les choix qu'on va faire dans la maison. Donc, le fait d'avoir que la façade de classée, ça ne posait pas un souci dans le projet. Est-ce que vous avez rencontré des défis pendant l'achat et puis pendant la rénovation? Pendant l'achat, oui, parce qu'on est deux indépendants. Donc, quand on a contacté les banques, c'était un peu compliqué, même si ma boîte a plus de 10 ans, celle de mon mari 30 ans, parce que c'est une boîte familiale. Malgré ça, ça a été compliqué. Donc, on se disait, on a vraiment dû dire au revoir totalement à une banque dans laquelle j'étais depuis très longtemps, parce que impossible qu'ils suivent le projet, il fallait que je refasse un business plan, alors que ma boîte a 10 ans, qu'elle est en croissance depuis 10 ans. Et on ne s'est pas senti soutenu par la banque. Et après, on était dans une autre banque, ça s'est très bien passé, super facilement. Après, en étant influenceuse, ce n'est pas un métier qui est facile à défendre devant un comité bancaire avec que des personnes plus âgées, souvent des hommes qui ne sont pas très sensibles aux influenceurs, parce que je préfère qu'on dise créateurs de contenu, mais bon, on est des influenceurs pour tout le monde. Et du coup, ça a été vraiment compliqué. Ça a duré très longtemps. Et on a eu un stress aussi de perdre nos 10% d'acompte, parce que du coup, les discussions étaient tellement longues avec la première banque qu'on se retrouvait en fait là, quasiment à une semaine du délai imparti pour pas perdre cet acompte de 10%. Et on n'avait toujours pas de crédit. Alors on avait des accords avec l'autre banque en mode oui, ça sera ok, vous inquiétez pas. Mais moi, j'ai fait le droit aussi, tant qu'il n'y a pas un papier signé avec un crédit en fait ou un accord de principe, je considère que c'est pas acquis. Donc on a finalement on a dépassé ce délai et c'était un peu poker. On allait voir si le crédit était vraiment signé. Et la preuve après, c'est qu'on a aussi eu des problèmes. Donc l'obtention du crédit dépendait de l'obtention des assurances vie sur le projet. Et il y a eu un petit couac avec mon passé médical. Et du coup, l'assurance avait refusé de m'assurer. Et donc là, j'étais vraiment en panique parce que du coup, mon mari est italien, donc on était partis en Italie. On a reçu ce message juste sur la route pour l'Italie. On était déjà très très loin, donc autant dire qu'on ne faisait pas demi-tour. Et du coup, on signait l'acte en revenant. Donc on a dû rentrer en fait plus tôt pour refaire des tests complémentaires pour l'assurance. Et ça a été un peu... des pics, parce que de nouveau, la compte de 10%, si on le perd, ça fait très mal. Le stress du client, le stress du notaire aussi, qui attend les documents pour pouvoir être sûr d'avoir l'argent, parce que comme les banques, elles obligent parfois aussi à envoyer les projets et à ce que tout soit en ordre pendant parfois 10 jours ouvrables préalablement, on se retrouve parfois aussi dans des situations qui sont un peu périlleuses. Oui, et surtout qu'avec les nouvelles périodes de vacances, nous on s'est retrouvés d'abord en avril avec l'enchaînement des vacances Flandre, Wallonie, donc il y avait toujours quelqu'un dans la chaîne en vacances, donc ça n'avançait pas, personne ne pouvait prendre de décision. Et après, de nouveau, en juillet, on était de nouveau avec des vacances. Il n'y avait plus personne pour faire les tests à l'assurance, pour les tests complémentaires. C'était rock'n'roll. Mais bon, tout s'est bien passé.
Quand on est marié, comment est-ce qu'on se protège c'est quoi le meilleur plan pour investir à deux? Ne pas se marier? Non, je rigole. Ok, je vais chercher le papier du divorce. Le mariage, c'est la protection 4 étoiles, allons. Non, mais ça dépend. Ça va dépendre effectivement du régime matrimonial, donc du fait d'être marié en séparation de biens ou d'être marié en communauté. Si tu es marié en communauté, tu n'as pas le choix. Tu achètes avec l'autre et c'est cette fameuse communauté qui sera propriétaire à 100% de tout. Si on est en séparation de biens, par contre, on a plus de souplesse, ce qui veut dire aussi que on aurait pu acheter 40, 60, simplement parce qu'il y a peut-être des apports qui ont été faits de manière différente et qu'on a décidé d'investir de cette façon-là. Donc ça, c'est vraiment la manière, entre guillemets, non pas de se protéger, mais d'acheter, surtout quand on est marié. Mais il faut penser évidemment aussi à toutes les personnes qui ne sont pas mariées et qui doivent également se protéger, d'une part, soit parce qu'on a eu des apports financiers qui ont été différents, soit aussi parce que on prévoit le malheur, c'est-à-dire le décès, et qu'à ce moment-là, il faut pouvoir que l'autre puisse rester dans l'immeuble, en tout, en partie, en fonction des enfants qu'on peut avoir, des enfants parfois de précédentes unions aussi. Donc tout ça doit être vu avec le notaire préalablement pour qu'on ait optimalisé les choses. C'est vrai que nous, même si on était mariés du coup sur la séparation de biens, donc on a dû faire aussi un testament pour que tout se rééquilibre et que si on meurt sans héritier, que la maison reste à la personne. Le survivant. Même si on est marié, il faut faire un testament? Alors ça dépend des circonstances. Encore une fois, chaque cas est vraiment différent et donc c'est là aussi où est la plus-value du notaire, c'est de discuter avec chacun sur ses desiderata, sur la situation qu'on peut avoir à un moment ou à un autre. Et puis la vie évolue, donc ça veut dire aussi que entre le moment où on achète, on n'est peut-être pas marié, puis on se marie. Est-ce qu'on se marie comment? On a des enfants. Est-ce que ça se passe bien parfois avec les enfants ou alors pas du tout? Et donc tout ça va faire qu'on va avoir, je dirais, sur notre ligne du temps, un check de notre situation pour pouvoir la faire évoluer et la faire évoluer, le cas échéant, juridiquement parlant aussi, pour se protéger au mieux. Claire, on va revenir à ton projet du coup de rénovation. C'est quoi vos plans à long terme? Parce que tu as mentionné éventuellement de faire une séparation, de faire un appartement. C'est quoi votre plan? Vu que l'investissement dans la maison était plus conséquent que ce qu'on avait imaginé à la base, donc on s'est lancé dans un projet plus ambitieux que juste vivre dans une maison. Donc la maison est quand même plus grande que ce qu'on a besoin. Donc il y a aussi une partie qui a été achetée en société. Donc ça, c'est aussi un paramètre qui peut entrer en compte dans la discussion. Donc il y a plein de choses qui sont possibles dans cette maison. C'est une maison unifamiliale à ce stade. Il faut bien évidemment demander des permis si on veut changer l'affectation du bien. Mais du coup, vu qu'on rénovait jusqu'au fin fond de la maison, plus loin qu'on pouvait aller, on s'est dit qu'on allait anticiper le futur et essayer de faire en sorte que ces travaux soient bien investis pour penser déjà plus loin. Si on décide d'aller à la campagne dans un futur plus ou moins proche ou lointain, on ne sait jamais, comme Sylvain le disait, comment la vie évolue, même si on se sépare, du coup, pouvoir se dire que la maison, on peut la mettre à louer et qu'on ait tous les deux des revenus locatifs, qu'il y ait quand même une possibilité d'avoir un appartement pour une des personnes du couple et que mettre le reste à louer. On ne sait jamais aussi comment le contexte économique personnel peut évoluer, si jamais on est tous les deux indépendants, s'il y a une faillite d'un côté, qu'on s'est moins payé, pouvoir se dire qu'on peut mettre à louer, bien évidemment dépendant de l'obtention d'un permis pour ça, mais du coup avoir cette porte ouverte et pouvoir déjà réfléchir, parce que du coup, vu que c'est une maison de maître, tout ce qui est système électrique, tableau, etc., on devait prendre une décision pour voir où on allait les mettre et déjà voir du coup les contraintes si jamais on mettait à louer plus tard, en fonction aussi des normes local vélo, des choses comme ça. On a déjà des solutions pour tout, pour que la rénovation soit faite aussi en fonction de ça. Et comment est-ce que vous vous êtes fait accompagner? Parce que c'est vrai qu'il faut tout anticiper. Oui. Jusqu'à la mort du compagnon, c'est horrible. Oui, on essaye. C'est les hommes qui meurent toujours en premier, tu as remarqué. C'est d'une chance. C'est horrible. Mais on essaye. Après, je ne dis pas qu'on anticipe tout. On essaye de voir tous les cas de figure dans lesquels on pourrait se retrouver plus tard. Du coup, on s'est fait accompagner par notre notaire. On s'est fait également accompagner par la banque, un peu quand même, par la commune, qui nous a aussi renseigné sur tout ce qui était... chaque commune a ses obligations spécifiques. Après, on sait bien que ça peut évoluer dans le temps aussi. Et alors, par une architecte aussi d'intérieur et un architecte tout court. Voilà, on a un peu demandé des conseils à tout le monde, en somme.
Oui, c'est bon, un bon melting pot. Oui, Sylvain, tu vois, quand il y a un projet de rénovation comme ça, où à long terme, on peut changer les choses, c'est vrai, dès la signature, même avant de signer l'acte, on envisage tout ce qui peut se passer. On peut, hein, évidemment, ça dépend évidemment de ce qu'on va faire, mais effectivement, on aurait même pu aller encore un cran plus loin si on avait demandé un permis d'urbanisme déjà, et de faire un acte de base, et déjà de diviser l'immeuble juridiquement, même si au bout du compte, on n'avait qu'une seule maison et qu'on occupait le tout. On pourrait très bien imaginer ce genre de choses. Donc oui, il faut en tout cas prévoir, et c'est vrai que moi j'ai fait un peu la même chose chez moi, dans la mesure où c'est du professionnel, et tout a été prévu pour pouvoir le retransformer le cas échéant en une maison privée. Donc ça évite évidemment par la suite de refaire des travaux ou d'abîmer des rénovations qui ont été faites. Donc il faut parfois aller très loin, et c'est vrai qu'alors parfois aussi le budget explose, et ça il faut faire attention, mais on peut aussi y aller, pas à pas dans la rénovation, et pas tout rénover au même moment. Et c'est aussi l'avantage de la rénovation par rapport à une nouvelle construction où là, tout le budget doit être sorti en une fois. Clairement. Ça permet aussi de séquencer du coup les choix. Par exemple, il faut mettre des portes pare-feu si on loue à chaque entrée d'appartement, ça peut se faire dans un second temps. Par contre, on va déjà mettre la bonne dimension de porte. Donc toutes des choses comme ça, le tableau électrique, l'endroit sera prévu pour notre partie, on va dire, privée, mais on ne va pas déjà raccorder de la manière que ce sera fait si jamais on a une location. On va pas non plus, vu qu'on va vivre dans la maison presque entièrement, il faut pas non plus que le quotidien d'aujourd'hui soit dérangé par des choix qui dépendent de peut-être quelque chose qui va pas arriver dans le futur. Donc ça, c'est vraiment, il faut balancer les pour, les contre et prendre les bonnes décisions. 3 compteurs de gaz, 3 compteurs d'électricité, voilà, 3 relevés. Soyons prudents. Trop prudents. Claire, qu'est-ce qui t'a poussé à partager cette expérience immobilière avec ta communauté en fait ? Sur mon compte, déjà, je partage vraiment tout, beaucoup de choses en tout cas. Je parle de mode, mais je parle aussi de lifestyle et de mon quotidien, de ce qui m'inspire, de ce que je fais depuis toujours. Donc avant, c'était les études, la vie étudiante. Après, ça a été le début de la vie professionnelle, et maintenant, c'est le projet de maison. Je le partage parce que je suis vraiment passionnée par ça, et j'adore la décoration. C'était vraiment un de mes objectifs de vie, on va dire, de rénover un jour une maison. Et du coup, c'était tout naturel que je voulais le partager sur mes réseaux. Et on a décidé du coup de créer aussi un projet commun avec mon mari, parce que du coup, c'est son projet aussi à lui. Je parle beaucoup en jeu, mais c'est son projet autant à lui qu'à moi. Donc, on a créé ce petit compte Instagram à deux, où on fait nos vidéos, et c'est relayé autant sur mes réseaux que sur nos réseaux communs, on va dire. Et tu sens quelle influence ça a sur ton audience ? Tu vois, est-ce qu'à un moment, tu donnes envie à d'autres gens de rénover ? Tu sens que c'est une tendance qui se met ? Là, on est encore au début du projet, donc c'est difficile de dire, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui le suivent et qui sont très, très positifs sur le projet, et qui s'investissent même dans le projet en donnant leur avis, en donnant leurs conseils. Donc, c'est vraiment un bel échange avec la communauté. On demande souvent des conseils aussi. On a réussi à avoir des conseils à gauche, à droite aussi grâce aux réseaux sociaux. Donc, c'est un bel esprit d'échange. Oui, c'est ça. Cet échange, et c'est assez fondamental aussi dans ce que tu amènes, c'est qu'il y a des gens qui vont chercher du coup des conseils de rénovation chez toi au lieu d'aller voir d'autres experts. Comment est-ce que tu vois ça ? Ça peut mettre un peu de pression sur les épaules, parce que je ne suis pas une professionnelle, mais du coup, on essaye aussi de s'entourer de professionnels dans la création du contenu. Donc, par exemple, quand on a abordé les plans, on a fait un podcast avec l'architecte d'intérieur qui était vraiment sur place pour expliquer les choses. Et ce sera pareil pour la suite du projet. Si on parle de rénovation d'une partie, mon mari est dans le bâtiment, donc pour sa partie, ça devrait aller. Mais pour le reste, on va essayer de toujours s'entourer de professionnels, parce que je ne veux pas avoir la prétention de connaître des choses que j'apprends sur le tas. Donc, je ne veux pas repartager la parole de conseils d'experts de manière biaisée. Et du coup, je préfère qu'eux s'adressent aussi aux pros. Après, on partage aussi nos erreurs, nos boulettes, etc. Donc, ça met aussi de l'humain dans le projet, parce que quand on se lance dans un projet comme ça et qu'on rénove aussi soi-même, on rencontre des problèmes, des contraintes, et c'est bien aussi de prévenir les gens qui peuvent potentiellement avoir ce genre de contraintes, et les solutions que nous, on a trouvées du coup pour régler le problème.
Je vais te laisser le mot de la fin sur ça. Sylvain, toi, comment est-ce que tu vois ça? Tu vois ces expertises que les gens peuvent trouver autant sur Internet que dans un bureau notarial? Comment est-ce qu'on se positionne? Alors, il faut toujours faire attention parce qu'en plus, sur Internet, parfois c'est vrai, mais parfois c'est faux. Hein. Complètement. Voilà. Donc, il faut toujours faire aussi attention à l'origine des sites, puisque on va chercher parfois des informations juridiques sur des sites français qui n'ont rien à voir, évidemment, avec la Belgique. D'autant qu'en Belgique, on a quand même 3 régions et 3 législations différentes. Donc, ça aide encore en plus. Donc vraiment d'essayer d'aller voir un spécialiste, d'aller faire à nouveau du sur-mesure par rapport au projet qu'on peut avoir, de bien s'informer sur les frais aussi, parce que parfois on a quand même de mauvaises surprises, en ce compris parfois avec une banque qui vous a pas fait tout à fait le bon budget. Donc il faut vraiment aller checker, je dirais, toutes les choses, depuis l'offre que l'on va faire jusque la vente, et parfois au-delà, parce qu'à nouveau, on a un petit manque de budget, et donc on recommence avec une ligne de crédit, le cas échéant, pour compléter les travaux au fur et à mesure. Donc bien s'entourer d'experts, comme Claire l'a dit. Il ne faut pas hésiter à aller voir des entrepreneurs, des architectes. Alors parfois on sait le faire soi-même, et c'est très bien aussi. Et ça permet de gagner du temps et de l'argent. Parce que c'est vrai parfois quand on doit attendre des entrepreneurs, ça dure. Mais il faut vraiment essayer de s'entourer au mieux à chaque fois, que ce soit dans le cadre d'une banque, dans le cadre juridique, avec un notaire, avec un avocat, le cas échéant, surtout quand il y a des infractions d'urbanisme ou des choses pareilles. Hein, ça peut arriver, d'autant plus à Bruxelles où je dirais toutes les communes sont quand même assez dures sur ceux qui sont en infraction. Et puis avec les professionnels évidemment de la construction. Super. Ouais, mais du coup, je pense que sur les réseaux, il faut faire attention aussi, comme on l'a dit, il faut voir les sources, confronter aussi les opinions pour pouvoir se faire son avis. Il ne faut pas toujours prendre pour science exacte ce que l'influenceur peut dire, et toujours nuancer. Donc ça, je fais attention aussi à même si j'ai des avis, des opinions, à toujours nuancer pour que les gens se fassent leur propre opinion derrière. Puis le do-it-yourself est très à la mode, mais parfois sur les réseaux, on a l'impression que c'est vraiment facile. Et quand on essaye, c'est pas ça du tout. Ça, c'est comme pour tout, c'est clair. On ne le répétera jamais assez. Entourez-vous d'experts pour mener à bien vos projets immobiliers. Merci Claire. Merci à vous. Merci Sylvain. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis je vous invite, vous qui nous avez écoutés, à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne manquer aucun conseil.